Bien. Alors, on se lance dans un brave... J'ai des photos d'un vieillard maigre tout à fait extraordinaire à vous montrer tout à l'heure. Donc, on va se lancer dans une chose assez rectiligne, assez tendue. Ça va traverser comme ça obliquement. C'est le même thème, mais moins tendre que mardi dernier, bien évidemment. Non, déjà, un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un architecte qui a voulu faire son numéro ici, et je n'ai pas pu faire court. Moi, non, mais ça suffit. Une espèce de séducteur de bas étage. Bien. Je me calme. Quelle heure avez-vous, s'il vous plaît? 10. Je suis en retard. Voilà. Oh, non, mais... Allons-y. Donc, tout ça très viril, très sec, très ectomorphe. Hein? Et on va essayer d'être très tendu. Ça peut être drôle. Alors, une cage pas trop, justement pas trop séducteur, hein, une cage limite, quoi, limite dans les... Vous êtes d'accord? Pas leur doser, limite. Hein, une cage de profil, ça, oh, même pas. Ça, un bassin comme ça, pas de convexité en arrière. Hein, voilà. Voilà. Voilà le bonhomme un peu, hein, dans sa silhouette. Bon, alors, le rachis, voilà, comme ça, pas plus. Le sacrum, voilà. Le bassin haut. Hein, avec angle rentrant, tout le contraire de ce que vous avez mardi dernier. Voilà. L'autre extrême, si je puis dire. Voilà, bassin haut. Ensuite, tubérosité iliaque. Manifeste. Hein, voilà. Ici, la crête, bien anguleuse, comme ça. Voilà. Ici, le rachis lombaire raccordant sur le sacrum. Donc, qu'est-ce que ça des trous obturateurs, là, des ischions. Ça, c'est là que rentre le fémur, cavité cotyloïde. Voilà. Ça, c'est l'épine sciatique. Vous avez déjà eu mal? Non, jamais. Mais il y a un nerf qui passe pas loin qui s'appelle le nerf sciatique, n'est-ce pas? Et l'épine est extraordinairement pointue. Je n'ai pas de bassin là. Elle est toujours cassée dans les bassins que vous voyez, sauf chez ma jeune fille que je vous avais montré au début de l'année, pour la bonne raison qu'il y a un ligament sacro-sciatique, ischio-ischiatique, etc., des ligaments devrais-je dire, qui incluent l'épine, hein, qui prennent l'épine dans des cornets ligamentaires comme ça. Alors sur le vivant, elle tient le coup, mais dès que l'os a bouilli 3 heures dans des cristaux de soude, ça ne tient plus le coup, évidemment. Voilà, alors donc là, l'autre trou obturateur, l'épine sciatique serait quelque part par là. Voilà. On ne va pas s'amuser à écarter les fémurs, on va plutôt le faire partir en avant. Voilà. Donc, oui, c'est ça, partir en avant, plonger en avant, ça ira mieux pour l'expression. Voilà. Yeah. Voilà un fémur. Alors l'autre, maintenant. Voilà, 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 voilà.
Voilà. Ils ont gardé Yacoub en otage. Il est tellement mignon. Alors, oh là là, ça ne va pas du tout à gauche. C'est 2 fois trop petit à gauche par rapport à la droite. Hein. Donc, vous descendez, vous équilibrez ça. Ah, ça m'agace. Donc, voilà, vous descendez ici, vous coiffez ça. Et puis là, ça n'a pas l'air d'aller non plus. Voilà. Voilà, je vais m'amuser à mettre des ligaments ce soir, puisque j'en ai parlé. Donc, il y a un ligament ici en chevron, la symphyse pubienne. Il y a un ligament qui part du sacrum et qui va à l'ischion. Je vais vous le dessiner au fusain. Ça va être rigolo pour une fois, tiens. Je ne le fais jamais. Alors, voilà. Vous avez donc un ligament comme ceci, et vous voyez, vous en avez un autre là. N'est-ce pas? Donc, sur le vivant, cette matière ligamentaire continue, n'est-ce pas, la matière osseuse. Hein? Donc, voilà. Et là, ça peut être assez beau ce soir. Voilà, voilà. Donc, je pourrais vous mettre les autres, hein, mais ce n'est pas la peine. Là, il y a un c'est très joli, là. C'est comme un sac qu'on enroule, comme un sac qui s'enroule pour limiter le mouvement à l'arrière, là, ici, là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, pour une fois, vous avez des ligaments parce que j'en ai parlé. Vous m'excuserez, mais moi, je suis comme Rembrandt pour ça. J'adore le trou du cul bien placé. Hein. Et vous voyez, il est là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, les couilles de les testicules de mon personnage, ça penche plus à gauche qu'à droite, seraient ici. N'est-ce pas? C'est tout de même beau, non? Voilà. Et la ligne périnéale et le trou du cul est là. D'accord? Et le sexe pendrait là en avant. Voilà, une belle bête. Hein? Voilà, un bel ectomorphe. Vous me suivez? Je ne vous ai pas mis les fesses, hein, elles viendront plus tard. Vous ne devez pas suivre. Donc, je retire le scrotum, mais je vous laisse la ligne périnéale, c'est-à-dire la ligne qui va du sacrum à la symphyse pubienne. Les fesses, si vous voulez, si par hasard j'oubliais, on va faire des fesses de vieillard, si vous voulez. Voilà, qui descendent un peu. Elles seront ici, n'est-ce pas? Elles seront là. Bon, allez, ce n'est pas le sujet. Je ne sais pas ce que j'ai parlé de ligaments et que ça m'a emmené. Voilà, donc, la cage. Une cage très... Comme on a vu chez ce jeune homme, tiens, justement, mardi. Cage d'ectomorphe. Première côte. Pas tellement circulaire, n'est-ce pas? 10e côte. Voilà. Pas trop d'effet de baroque, n'est-ce pas? De convexité. Voilà. Donc, 10e côte. La 7e est ici. Voilà. Le rachis, c'est là. La première, on la dissimule. Voilà, c'est peut-être un peu grand, je vais aller voir. 11e, 12e, 11e, 12e, 10e, angle du thorax. Angle du thorax. Voilà. Très tendu, très vieillard maigre. Vous allez voir, il est insensé, mon bonhomme. Donc, voilà. Alors, le malheur, c'est que je ne me suis pas laissé de place pour le crâne. Mais je vais lui mettre ces 2 lignes courbes. Pas trop de convexité, là. Voilà. Donc, protubérance occipitale externe. Je lui mets une ligne courbe là. La mastoïde.
Je n'ai pas envie qu'il tourne la tête, il va aller droit. Une mastoïde, l'autre mastoïde. Le crâne ici, voilà, il baisse, il ne s'enfonce pas. Donc à ce moment-là, on a peut-être la possibilité de s'amuser et de lui mettre un os jugal, fosse orbitaire, os jugal, branche montante, branche horizontale, et voilà. C'est trop petit, ça? Oui, c'est trop petit. Donc on descend. Voilà, son maxillaire, c'est trop grand, donc on monte là-haut. Voilà. J'espère que ça va, je ne vois rien. Il a peut-être un maxillaire trop descendant quand même. On va retirer ça. Ah, avec chiffon humide pour que ça ne soit pas trop mou, parce que c'était pas mal. C'est malheureux de perdre ça. Voilà, sous l'os jugal, ici la mastoïde plutôt là, le trou auditif là, l'os de la joue, voilà, voilà, hop, non, c'est pas grave. Bon, alors voyons un peu, c'était mieux je crois quand c'était disproportionné, mais tant pis. Ah oui, c'est trop petit. C'était beaucoup mieux. Oh, la barbe. Alors, on reprend. Zut. Donc, attends. Oh, il faudrait tout de même. Voilà. Donc, on va mettre ça là. Voilà. Et les lignes courbes, on va les mettre là. Voilà. Donc, le crâne comme ça, c'est moins beau, mais c'est peut-être plus proportionné. Voilà. J'ai surtout besoin des lignes courbes. Voilà. Bon, la cage maintenant est un tout petit peu étroite. Je crois que ce soir, on n'attend pas. On met les omoplates. Voilà, là, ça va mieux. Voilà. Donc, on lui met les omoplates. Et on lui met les omoplates pour que ça prenne tout le tableau. Hein. Donc, que les bras s'en aillent comme ça. Hein, comme s'il plongeait peut-être. Donc, puis des grandes omoplates comme celle-là, vous voyez? Voilà, des grandes omoplates comme ça. C'est même trop grand pour moi, je crois. Donc, puis toutes tortueuses comme ça. Hein. Comme ça, on va pouvoir jouer avec. Donc, avec un énorme tubercule trapézien, l'acromion. Si vous avez des problèmes, vous me poserez des questions. Voilà, pas mal. Donc, l'insertion du grand rond ici, très très bien. Ensuite, donc l'autre, dans le même esprit, voilà, acromion, tubercule trapézien, départ de l'épine, angle supérieur, la cavité qui reçoit la tête de l'humérus, retour de courbe, et voilà l'autre. Allons voir un peu. Il a un côté un peu rectiligne, comme ça, un peu. Pourrait lui sortir sa 7e cervicale d'un coup de fusain, celle qui est à la base de la nuque. Là. Voilà. Ah, ben j'ai mis le ligament, les ligaments en bas, je peux m'amuser à les mettre là. Protubérance occipitale externe, on va mettre le ligament cervical. Tiens, puis je vais descendre les pieds épineux dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Celui qu'on voit tellement chez les vaches. Est-ce que je vais savoir dessiner une vache? Ou un cheval, c'est plus facile. Allez, hop. C'est plutôt un âne, ça. Ah bah tiens, voilà une vache. Oh. Voilà, donc, le rachis
Non, il n'est pas aussi courbe chez la vache. Donc, les apophyses épineuses sont assez minuscules. Voilà, sauf celle-ci, là. Voilà, donc le ligament cervical, je crois que j'ai mis trop d'apophyses épineuses, mais ce n'est pas grave. Le ligament cervical fait ça. Et vous le voyez chez la vache. Donc ça dessine, quand vous la dessinez comme ça, jusqu'à la 7e cervicale, j'ai eu tort là. Quand vous la dessinez jusqu'à la 7e cervicale, vous voyez cette espèce de cordage, n'est-ce pas? Donc, c'est le même ligament chez l'homme, tout petit, 14 cm, disaient les anatomistes. D'accord? Pas mal, là, avec le petit effet blanc. Alors, ensuite, on va descendre en sautant sur les apophyses épineuses. Et voilà. Donc, on a le ligament épi-épineux. Eh bien, on s'amuse ce soir. Voilà. Donc, maintenant, les bras. Question. Attends, question. Question. C'est le froid. Est-ce que c'est sur la 7e vertèbre cervicale que s'attache la première côte? Non, mon ami. Oh, c'est le froid. Tu m'en veux pas? Une vertèbre cervicale, c'est une vertèbre cervicale. D'accord? Et une vertèbre dorsale, c'est une vertèbre dorsale. Une vertèbre dorsale, tu peux dire aussi que c'est une vertèbre thoracique. Ça fait plus chic. À ce moment-là, ça veut dire que c'est une vertèbre du thorax, de la cage thoracique. Donc, sur tes 7 cervicales, rien. Alors, je ne le traite pas, ça, mais si vous voulez, je vous montrerai de jolies images de Vézal, parce que c'est vraiment intéressant pour ceux qui font, je ne sais pas, les mimes, les acteurs, etc., ou les gens qui ont des problèmes au niveau des vertèbres cervicales. Les vertèbres cervicales ont une particularité, c'est que leurs cartilages intermédiaires sont à 45 degrés, comme ça. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous tournez le cou artificiellement, en gardant la tête verticale très horizontalement, pour vous donner un air combatif, comme dans les tableaux de David, vous voyez, comme dit Baudelaire, le glaive passe juste devant les testicules, c'est un coup de chance. Hein. Et donc, le sternocléido-mastoïdien est vertical dans ce cas-là, vous voyez. Ça donne un air d'enlèvement des sabines, on est d'accord. Mais, je ne sais pas si vous... Faites-le une seconde, tournez comme ça, pas trop vite, hein, surtout avec le froid. Ça fait mal, non? Hein? Non, pas vous? Ben, ça fait un peu mal, ce n'est pas du tout naturel. Étant donné que les vertèbres, les cartilages intermédiaires sont à 45 degrés, quand on tourne la tête, vous voyez, d'accord, hop, hop. Donc, quand on dessine, malgré tout, ça nous conduit tout de même à réfléchir. Il y a un certain académisme à tourner les coups comme ça et comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, pour la bonne raison que ça fait mal, donc on ne le fait pas. On n'est pas une bête à tourner le cou. Donc, les 7 vertèbres cervicales sont vraiment très particulières. Je pourrais me lancer dans le détail. Il y en a une qui est juste sous le crâne, qui ressemble à un bol dont on aurait retiré le fond, si vous voulez. Je ne sais pas si je me fais comprendre, n'est-ce pas? Et alors, elle reçoit le crâne comme ça, vraiment comme ça, et vous pouvez, mais ce n'est pas seulement avec ça que vous le faites, vous pouvez donc dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne voyez rien du tout. Elle est comme ça, hop, elle n'a pas de forme en elle-même. Et donc, elle articule comme ça, et le crâne, je vous montrerai ça en détail, le crâne est posé sur elle comme un bol,
si vous voulez, un bol pas très élevé, vous me direz, une espèce de coupe. Oui, c'est mieux de dire une coupe. Voilà, une coupe qui n'aurait pas de fond. D'accord? Et alors, le drame, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas leur ceinture de sécurité. C'est que, à l'intérieur, là, n'est-ce pas, va se glisser une seconde coupe qui présente un promontoire très étrange qu'on appelle un axis. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc la seconde coupe glisse sous la première. Vous comprenez que la moelle, vous me suivez ou pas? Je les ai détachés là. Hein? Oui ou non, envers, vous suivez? Donc, parce que vous aviez l'air de ne pas suivre du tout, ce qui est toujours terrible pour moi. Donc, si vous voulez, la moelle épinière glisse là, n'est-ce pas? Au milieu. Donc je raccorde les deux, n'est-ce pas? L'une dans l'autre, très schématiquement. Hein? Très schématiquement. Voilà, je les pose comme ceci, avec leurs articulations. Et j'ai donc un axe ici, appartenant... Qu'est-ce que tu fais d'abord? Un axe ici, appartenant à la seconde qui vient dans la première. Vous me suivez? Oui ou non? Hein? Donc l'axis, voilà, l'axis glisse dans l'atlas. Et la moelle, vous le comprenez bien, passe. J'ai cru que c'était M. Yacoub qui revenait avec ma boîte. Donc, et la moelle passe là. Si je fais, ce qui aurait été plus malin, une vue de profil, vous allez mieux comprendre. Bien évidemment, ce qu'on appelle le cou du lapin. Voilà l'axis. Voilà l'atlas. D'accord? Et voilà la moelle. Avouez que c'est bizarre. Oui, mais ce n'est pas tellement bizarre. Parce que le bon Dieu a voulu que nous puissions dire non. Donc il a mis un axe pour que nous puissions faire pivoter la tête horizontalement. Il n'a pas prévu le cou du lapin dans les accidents de voiture. Vous me suivez? Une voiture, un véhicule qui vient à l'arrière à 60 à l'heure, celui-là ne le voit pas arriver. Il est projeté en avant, n'est-ce pas? Ah ben oui, non, il vaut mieux pas mettre... C'est le problème des ceintures de sécurité, oui, au contraire, je suis nul. Donc, il est projeté en avant, le nez dans le pare-brise, c'est fini. Bon, s'il a sa ceinture et s'il n'a pas de dosseret derrière la tête, il est projeté en avant, reprojeté en arrière, l'axis est cassé, la moelle est esquintée et il est tétraplégique. Il y a des petits gamins en ce moment qui font des courses en mobilette, vous avez vu, non? En modifiant le moteur comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils font dans le moteur, ils peuvent faire des choses, et ils vont à 80-90 km à l'heure sur leur mobilette. Ils ont leur casque, et ils aiment ça parce que comme ça, ils sécrètent leur endomorphine. Il y a bien des gens de mon âge qui tournent à pied en courant autour du Luxembourg. C'est le même résultat. Donc, vous voyez comme ça, il ne restera plus rien. Le jour où ils n'auront pas besoin de sentir la douleur, tout sera parti et épuisé. Alors, enfin bon. Les gens ne connaissent pas le corps humain parce que c'est un peu vulgaire hein, de le connaître. Ou alors on fait le pseudo-médecin et on lit des trucs insensés, des Larousse médicaux mal illustrés, etc. Donc, ces jeunes gens, n'est-ce pas, avec leur casque, vous voyez, il n'y a que la tête qui soit protégée. On les oblige à le mettre, c'est très bien, parce que si la tête est fracassée, ils meurent. Mais c'est quand même embêtant, parce que leur tête reste en bon état, et tout le reste du corps, avec ses 7 vertèbres cervicales, si fragiles entre la cage et le crâne, ben, il arrive ce qui doit arriver. Un petit machin tellement raffiné. Voilà. Et ils sont tétraplégiques. C'est-à-dire que c'est fini. Toute leur existence, ni membre inférieur, ni membre supérieur, une sonde dans la vessie, il faudrait peut-être leur dire. Voilà. C'est effarant. Et il paraît qu'on en remplit les hôpitaux en ce moment.
Terrible, 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 terrible. Bon, alors, voilà. C'est intéressant, ça. Je vous montrerai des diapos d'un très beau livre d'anatomie, comme ça fera avaler la chose. Donc, Vézal, voilà. Allez, on repart. J'efface... oui, non, ça, c'est supportable. Question pour ceux qui font de la mobilette. Non? Ça va? Bon. Mais c'est très bien, peut-être si on ne va pas vite. C'est tout de même très dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que quand vous voyez cet adolescent, n'est-ce pas, avec son corps mince, son anorak, sa tête dans le casque, c'est ça que je voulais dire en fait en pensant à ce que disait Jean-Max pour que ça soit plus oubliable. Sa tête dans le casque, son torse, il n'y a que les vertèbres cervicales, vous voyez ce que je veux dire? Petit machin tout fragile, là. On dit le cou. Mais les vertèbres cervicales, mais c'est rien. Hein? Et puis, avec l'âge, n'est-ce pas, on sait très très bien qu'il y a des petits tassements qui créent des douleurs, des mouches dans les yeux. Etc. C'est un truc qui n'a vraiment pas été blindé, si vous voulez. Donc, le bon Dieu n'a pas prévu le casque, la mobilette, etc. Quoi. Pas du tout fait pour ça. Allons-y. Alors, par contre, il avait prévu les artistes. Allons-y. Puisque c'en est un, lui. Alors, donc, ça, il faut que ça arrive, que ce soit au niveau. Là, on s'amuse un peu, on spirale, d'accord? Convexité en dehors, on améliore ce qu'on a fait l'autre jour, vous êtes d'accord? Puis pour préparer le terrain pour l'avenir, hein, parce que je vais avoir besoin de ça. Donc, au lieu de dessiner un numérus bête, comme dans les livres d'anatomie, vous le dessinez disjoint. Hein? C'est un droit, ça. Donc, vous voyez, je vous le montre là. Regardez, c'est tout de même très évident. Vous voyez une plaque en bas, et puis là-haut, hein, une forme qui crée un angle ici. Ouais, c'est beau. Voilà. Et en bas? Eh bien, en bas, l'autre jour, je n'ai pas les mêmes étudiants, mais c'est mon sort. Il y a un garçon qui nous avait demandé de parler précisément de la trochlée et surtout de ce qui se trouve au-dessus de la trochlée. Il regrettait que je n'ai pas parlé de ça. Il avait tout à fait raison. Vous voyez la dépression qui se trouve là. Il avait tout à fait raison, en effet, parce que j'avais laissé l'os humérus sans avant-bras. Vous voyez, je l'avais laissé comme ça. Donc, évidemment, cette dépression compte beaucoup. Mais dès que vous faites ça, bien évidemment, c'est comblé par l'olécrane, n'est-ce pas? Donc, cette dépression, ça s'appelle la dépression olécranienne. Et là, comme ce soir, j'ai envie d'aller plus loin du point de vue expressif, eh bien, je place le dit olécrane. Alors, attention, je suis en train de vous faire ça, ça n'a aucun sens. On ne peut pas comprendre. Mais si je vous dessine ça, c'est-à-dire le même os vu de profil, à ce moment-là, vous comprenez peut-être ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette forme-là, que vous connaissez très bien, n'est-ce pas, qui est ici, et cette crête que vous connaissez peut-être, car vous la lavez très souvent, n'est-ce pas, ici, descendent en une boule que vous connaissez peut-être au-dessus du poignet. Eh bien, deux profils, vous voyez, ça rentre dans la trochlée, n'est-ce pas? Donc, ici, on file en bas. Attention, il faut que ça fasse les trois quarts. On met une boule et on s'arrête. Voilà, je crois que je vais aller voir les proportions. C'est peut-être un peu long, hein? Non? Oui? C'est un peu long. Un tout petit peu long. Il faut que les os de l'avant-bras fassent à peu près les trois quarts des os du bras. Donc, voilà le cubitus. Ça aussi, ça introduit à l'avenir, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est là. C'est l'os qui est ici et qui va nous permettre de commencer à perdre notre trac quand on dessine la main. Vous voyez, voilà la crête cubitale, voilà la petite boule en bas. Hein, il y a une styloïde dessus, mais ça, on en parlera plus tard. Et je n'ai pas assez accentué à mon goût, mais il ne faut pas aller trop loin chez ce bonhomme. Hein. Il n'est pas plein de courbures. Je n'ai pas assez accentué à mon goût
convexité en dehors. Voilà, là ça va. Voilà, convexité en dehors. C'est assez chic, non? J'ai de l'autre côté. Je n'ai pas envie de mettre le radius. Je trouve que ça donne un côté. Si, sinon, on met la main aussi. Allez, on va mettre le radius. Parce que peut-être ça vous gênerait. Voilà, allez, très discrètement, comme ça. Puis une indication de main, si vous voulez. Les 4 doigts. Le pouce. Peut-être c'est beaucoup trop grand, tout ça, non? Il faudrait que ça arrive ici. Oui, c'est trop grand. Donc, un coup de chiffon. On va arrêter au radius, hein, vous voulez bien? Voilà, ça sera plus, voilà, moins choquant du point de vue disproportion. La main, je vais tellement passer de temps que ce n'est pas la peine maintenant. Voilà, donc de l'autre côté, on sent que c'est un vieillard qui ne bouge pas avec une grande souplesse. Hein. De l'autre côté, on va s'amuser à faire à peu près la même chose, en tenant compte de l'arrondi quand même, du bras. Donc, la tête, jac, on vient ici avec l'épitroclé, là-bas, l'épicondyle, on remonte comme ceci. Levé deltoïdien. Alors, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, la trochlée à l'intérieur, plus penché de ce côté-ci, le condyle ici, le cubitus là. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Donc, je l'efface. Voilà. Donc, le cubitus ici et le radius. Hop, hop, hop. Voilà. Cubitus est peut-être un petit peu long. Voilà. Et je m'arrête. Voilà mon bonhomme. Je retire ça. Je retire ça. Je retire ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On peut passer aux formes musculaires? Bien. Alors, on va essayer ce soir d'aller assez loin. Hein? Puis après, on fera bouger tout ça. C'est bon. C'est sûrement le cas, moi. On met donc les rhomboïdes, toujours la même chose, pour ne pas avoir de difficulté avec la partie haute des muscles spinaux. Donc, ils vont de C5 à D4, c'est-à-dire de la 5e cervicale à la 4e dorsale. Voilà. Chez ce genre de personnage, ils ont une obliquité assez forte, évidemment, étant donné les formes. Voilà. On peut même s'amuser. Non, oui. Alors, chez le personnage que vous allez voir en diapo tout à l'heure, et chez la plupart des gens, mais ça ne se voit pas souvent sur le vivant, tandis que chez lui, ça se voit. Ça tombe bien, dans le fond, que je me sois amusé à mettre des ligaments. Parce qu'il a un fascia, un ligament, qui, c'est assez rare, qui unit l'angle inférieur au tubercule trapézien. Donc, le sous-épineux, qui est donc, vous le savez, classiquement comme ceci, eh bien, chez lui, alors vraiment,
c'est rarissime que ça se voit. C'est une espèce de petite cloison. Il y a ça pour le moyen fessier aussi. Eh bien, il est maintenu, comme ceci, coupé, si vous voulez. Alors, ça trouble, vous verrez dans les diapos, parce qu'on a le bord spinal, n'est-ce pas? Et puis cette espèce de petite parallèle, comme ça. Alors, en dessous, vous avez la surface du grand rond, n'est-ce pas? Là-dedans, si vous y tenez, il y a un petit rond inclus, c'est-à-dire il y a un petit faisceau, il y a un nerf qui passe entre les deux. C'est pour ça que ça fait deux muscles. Il ne devrait pas avoir des noms aussi différents, n'est-ce pas? Et donc, au-dessus, vous avez le sus épineux, vous savez, qui passe sous l'acromion et qui vient au-dessus de la tête de l'humérus et qui lève le bras. Ça va de l'arrière de l'omoplate à l'arrière du bras. Donc, ça fait tourner le bras en dehors. Et puis enfin, il y a celui qui fait tourner le bras en avant, n'est-ce pas, à l'intérieur, devrais-je dire, et qui va en avant de l'humérus. Voilà, sur la lèvre interne de la gouttière bicipitale. Alors donc, il faut bien garder le côté sec du personnage, n'est-ce pas? Bien garder l'os nu ici, n'est-ce pas? Avec l'acromion, l'épine, le tubercule trapézien. Et bien garder le bord spinal. Et paradoxalement, cette forme-là, que nous verrons quasiment pas dans d'autres diapos. De l'autre côté, vous êtes habitués, c'est en raccourci, n'est-ce pas? Donc, le sous-épineux sera en raccourci, le grand rond sera en raccourci et le sus-épineux en raccourci. Toujours la même chose, bien prendre garde de ne pas recouvrir le tubercule trapézien, l'acromion, le départ de l'épine, le bord spinal de l'omoplate, n'est-ce pas? Et exceptionnellement, ce petit fascia. Question. Vous voulez que je reprenne peut-être? L'omoplate, par ce bord-là, qu'on appelle malheureusement bord spinal, à cause de l'épine dorsale, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y a un muscle qui part de ce bord spinal et qui remonte, comme ceci, sur le ligament épiépineux. C'est le rhomboïde. Ça marche? Nous avons vu l'autre jour que ce rhomboïde, est-ce que ça va? Ce rhomboïde se continue en dessous, dans un autre muscle. Mais cet autre muscle va se trouver devant les côtes, devant des côtes, non pas devant un segment, mais devant des côtes. Donc, autant le rhomboïde est uniforme, autant celui qui le suit, n'est-ce pas, est constitué de dentelures superposées, très caractéristiques. Je suis allé un peu trop loin, non? Très caractéristiques. Voilà. Alors, ça glisse là-dessous, ça glisse sous l'omoplate, et ça vient s'insérer sur le bord spinal, là où s'insère le rhomboïde. Vous me suivez? Je vous l'ai dit mardi, n'est-ce pas? Le rhomboïde vient s'insérer sur le bord spinal, il est là, si vous voulez, et puis en dessous, vous avez le grand dentelé qui continue, mais qui s'ouvre comme une main à 9 doigts, n'est-ce pas? Et qui, donc, a une forme homogène, donne suite, si vous voulez, par une forme qui est loin d'être homogène, pour la bonne raison
que le muscle suivant doit s'ouvrir en digitation et aller s'insérer. Je l'ai inséré sur la 10e côte, là on peut s'en passer, et aller s'insérer sur les 9 premières côtes. Ça ira mieux d'ailleurs. Mais il peut très bien s'insérer sur la 10e. Hein. C'est variable d'un individu à l'autre. Vous avez vu un garçon mardi, chez qui ça ne s'insérait que jusqu'à la 7e. Voilà. Donc, peut-être j'ai intérêt, pour que ce soit plus évident, à unifier le rhomboïde. Voilà. Voilà. Alors, mon vieillard, là, ça n'est pas une dame qui a porté un corset comme celle que je vous ai montrée mardi dernier dans les diapos. Lui, on peut voir une bandoulière due à ses formes à certains instants, mais ça ne surplombe pas, n'est-ce pas? Ça peut être une ligne très tendue comme les autres. Et mardi dernier, sur vos notes, dans vos notes, vous avez ça, n'est-ce pas? C'est une forme qu'on voit de temps à autre. Je vous en ai montré sur les diapos, je vous en montrerai d'autres. Donc, on glisse, si on souhaite s'amuser avec ça, n'est-ce pas? On glisse une bandoulière et on place les dentelures, 9e, voilà, de ce côté-ci, en raccourci. Et voilà. Voilà. C'est pas mal, non? Ça fait comme un arc gothique sous lequel on va s'amuser maintenant à glisser les spinaux. Voilà. Peut-être qu'on peut faire autre chose avant. C'est mettre l'angulaire de l'omoplate, parce que je crois que harmoniquement, ça serait pas mal. Cet angulaire de l'omoplate, je pense tout de même que maintenant vous commencez à le connaître. C'est bien parce que je n'ai pas mis les muscles spinaux. Donc, c'est un muscle qui s'insère. Ça tombe bien grâce à Jean-Max, tout à l'heure, on parlait des cervicales. J'aurais pu vous en descendre, parce que je vous en descendrai. C'est très précieux. Donc, je vous descendrai des cervicales mardi prochain. Si vous voulez, vous les regarderez. Ça fait un petit bloc. Un bloc osseux, donc axis, atlas. Voilà, il ne faut pas que je fasse dépasser l'axe trop. La 3e, la 4e, la 5e, la 6e et la 7e. Voilà. Qui se met à avoir tout d'un coup une vertèbre. Voilà. Le dessin global des vertèbres cervicales, si vous voulez. Donc, la 7e cervicale est ici. Voilà, 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 avec ces articulations plutôt à 45 degrés. Voilà, c'est ça. Le dessin de vertèbres cervicales, c'est ça. Les apophyses épineuses sont là. Voilà. Et là-haut, tout là-haut, vous avez l'axis. Donc, sur le côté, il y a ces petites saillies que j'ai indiquées, qui sont des apophyses transverses. Donc, on prend 4 tendons. 1, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. Et on s'en va avec ces tendons. Et on tourne obliquement, comme ceci. Voilà. Et donc, on place un cornet moteur, vous vous taisez s'il vous plaît, un cornet moteur, un cornet musculaire, dans la continuité de ces tendons. Comme pour le couturier, c'est hélicoïdal, si vous voulez. Voilà. Hop et hop. Non, ça ne marche pas.
Voilà. Et hop, voilà. Voilà donc un angulaire de l'omoplate. Cet angulaire de l'omoplate, bien évidemment, vient s'insérer sur l'angle. Donc, l'omoplate étant ici, si vous voulez, hop, il prend l'angle, il s'incruste, comment je pourrais dire? L'angle est là, il le prend corné, comme ça, et il monte. Donc, on peut s'amuser à le mettre en place. Cette fois, ce soir, c'est très bien, parce que vous le voyez vraiment. Donc, je vous le montrerai chez une jeune femme espagnole, chez qui il était extraordinairement développé. Ça lui faisait une nuque très, très extraordinaire. Voilà, donc ce soir, malheureusement, mon maxillaire me gêne, mais c'est normal, il est en arrière du maxillaire dans cette attitude. Il est là, vous voyez? Voilà. Et de l'autre côté, on pourrait le mettre là. On aurait les tendons là, mais c'est un peu inutile. Et comprenez-vous que dans la forme vide qui se trouve ici, n'est-ce pas, là, dans la forme vide qui se trouve là, à l'intérieur du cornet, eh bien, on glisse les muscles de la nuque. Voilà. Qui donc maintiennent le crâne de ce personnage tout penché vers l'avant. Voilà. Voilà ces muscles de la nuque avec une dépression entre les deux, n'est-ce pas? Et puis, son rhomboïde, ici. J'aurais pu faire un petit effet, voilà, voilà, pour rendre le modelé, pour leur, parce qu'ils sont un peu plats là. Yeah, un peu plats. Voilà. Voilà, les muscles de la nuque, ils ne sont pas équivalents, c'est la barbe. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Les muscles de la nuque qui glissent donc. Et ça ressemble bien au bonhomme que vous allez voir en diapo tout à l'heure. Les muscles de la nuque qui glissent donc entre le rhomboïde, n'est-ce pas, et l'angulaire de l'omoplate. Voilà. Question. Donc, mais ça, vous les connaissez, n'est-ce pas? Et si vous avez eu des torticolis, vous connaissez l'angulaire. Voilà. Et je vous ai dit au premier trimestre, je peux le répéter, que si une personne de votre entourage a mal au niveau du rhomboïde, ce n'est pas du tout la même chose que si elle a mal au niveau de l'angulaire. Si elle a mal au niveau du rhomboïde, vous la faites asseoir, n'est-ce pas? Comme ceci. La douleur est là. Hein? Vous la faites asseoir, vous ouvrez bien, n'est-ce pas? Comme ceci. Vous étalez bien le rhomboïde et vous caressez, vous massez dans le sens des fibres, comme ça. D'accord? Très délicatement, parce que c'est un muscle qui n'est pas profond, donc ce n'est pas la peine d'appuyer comme une brute. Il faut avoir les fibres. D'ailleurs, si la personne a mal, c'est très facile de se rendre compte si on se trompe ou si elle se trompe, n'est-ce pas? Il y a une contracture des faisceaux, comme dans un torticolis pour l'angulaire, n'est-ce pas? Donc, on sent que les faisceaux, au lieu d'être... On ne peut pas imprimer les doigts, n'est-ce pas? C'est tellement dur. Alors, doucement, doucement, dans le sens du rhomboïde. Mais par contre, n'est-ce pas, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire en amateur, comme ça, c'est faire la même chose avec l'angulaire, n'est-ce pas? Pas du tout. Là, pour l'angulaire, vous vous asseyez, vous la détendez, mais pas penché comme ceci, surtout pas, et vous roulez dans cette position, vous roulez hélicoïdalement autour de l'angulaire. Pas la peine d'être masseur-kinésithérapeute diplômé pour les Indiens, les mamans indiennes, par exemple, apprennent à masser leurs enfants, etc. Et c'est une pratique qui devait être courante autrefois chez les personnes un peu sensibles comme ça, et on peut très bien le faire. C'est très intéressant
dans ce cas-là, lors d'une contracture, d'une fatigue, et Dieu sait si aujourd'hui on se fatigue à ce niveau-là, de bien suivre la direction des fibres. Comme je me suis amusé à dessiner, enfin amusé, comme le hasard a voulu que j'ai dessiné en blanc les muscles de la nuque, je vais continuer en blanc les spinaux. Alors là, je fais comme mardi, je place en partant du haut, n'est-ce pas, l'épi épineux d'abord avec sa pointe qui va sur la deuxième lombaire, ensuite le long dorsal, ensuite le sacro-lombaire. Voilà, donc le long dorsal, le sacro-lombaire. Et vous savez très bien que ce ne sont que les branches d'un arbre dont le tronc est au niveau de la masse commune. Voilà. Et ce tronc, n'est-ce pas, est recouvert d'une aponévrose à son niveau, au niveau durable, n'est-ce pas? Ce qui vous permet de lire le dessin très caractéristique des trois branches. Alors, donc, la masse commune, je ne suis pas allé assez large là, la masse commune, ici, n'est-ce pas? Ça glisse sur le sacrum et même chez ce personnage longiligne, sur le coccyx. Voilà. Et alors donc, on s'amuse si on le souhaite, mais là on met vraiment tout, n'est-ce pas? Même Michel-Ange n'a jamais fait ça, il n'a jamais eu cette vulgarité. Mettre tout, c'est faire de l'anatomie, quoi. Voilà, donc, masse commune, il est impossible, si vous voulez, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais de dessiner ça, et ce que je vais mettre encore après, dans le même dessin. On choisit. En fait, je viens devant vous avec un panier plein de choses, une boîte à outils, et je vous propose de choisir là-dedans. Voilà. Par contre, chez mon vieillard maigre, tout à l'heure, il faut bien avouer que vous serez choqués par l'abondance de traits, par le dégraissement tellement extraordinaire que ça vous donnera, je pense, une impression de virilité insensée, quoi. L'ectomorphe extrême. Voilà donc les spinaux. Alors, je les glisse là sans les coller au rhomboïde, n'est-ce pas? Veillez bien surtout à ne pas les coller au rhomboïde pour que, à la relecture, si vous regardez vos schémas, vous sentiez que ça glisse sous le rhomboïde et que ça rejoint en s'imbriquant les muscles de la nuque. Ça marche ou pas? Question. Vous ne trouvez pas que je fais un peu de bruit et vous, pas beaucoup, non? Question. Vous dormez en beige en plus et vous ne dessinez même pas. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Si, un petit peu, mais très calmement. Alors, question. Ah, bah, je suis bien content. Oui, absolument. Absolument. Tenez, venez là, mon ami. Voilà. Vous êtes si gentil que vous méritez des attentions particulières. Ça me fait plaisir. Mettez-vous de dos là, mon garçon. Voilà, vous me relevez ça. Voilà. Je vais vous faire un repérage. Donc, vous avez vos tubérosités iliaques qui sont ici. Vous voyez? Là, si je touche, là, bon, il y a un petit peu de panicule adipeux là aussi. Hein. Bon, mais c'est bien, chez les garçons, il faut du panicule adipeux. Ne riez pas bêtement. Ce qui serait inquiétant, c'est s'il avait ça. Ça n'est pas le cas. Là, c'est un trou dont je vais vous parler qui donne naissance à cette graisse. Ça, c'est le flanc.
Vous voyez ça dans les torses antiques, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de problème. C'est tout à fait logique chez un garçon d'avoir un flanc. Que je sache, il n'a pas de sous-troc antérienne. D'accord? Il n'a pas de réserve de graisse pour le nourrisson. N'est-ce pas? Par contre, dans les torses antiques où on lançait le disque et le javelot, pas comme aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui les lanceurs de disque, la silhouette qu'ils ont? Non? Une vraie toupie, parce qu'ils servent de la force centrifuge. Donc ils sont étroits en haut, étroits en bas et larges au milieu. Pensez bien que dans l'Antiquité, s'ils avaient eu cette silhouette-là, d'abord, ils ne seraient jamais allés jusqu'au champ de bataille, ils seraient endormis avant. Et puis en plus, au bout de 2 minutes, ils auraient reçu un javelot en plein centre. Donc ça, à l'origine, c'est fait pour être rempli de grands obliques. Et comme ils ne lancent pas le disque tous les matins, il y a un petit paniculédip. Bon, donc vous avez vos tubérosités iliaques qui sont là, mon garçon. Voilà, votre sacrum est ici, le coccyx est là. D'accord? Vos angles rentrants, je peux vous dire que ça monte, hein, ils sont là. Vous voyez? Donc, tout ce que vous avez là, n'est-ce pas? Tout ça, là, vous voyez, je tiens l'os, là. Vous sentez que je suis sur l'os, là. Je descends comme ça. D'accord? Vous le sentez? Je vous fais un tout petit peu mal exprès. Donc tout ça, c'est votre masse commune, mon garçon. D'accord? Laissez tomber. Voilà. Vos épines de l'omoplate sont ici. Si je voyais les angles supérieurs, ils seraient là. Vos angles supérieurs, vous voyez, je les touche, ils sont là. D'accord? Donc, là, là, là. Vous sentez dans mes doigts? Vous êtes hyper lordosé un peu à ce niveau-là. Ça part à part. C'est-à-dire que vous êtes creux à la région lombaire. Faire attention de ne pas avoir de ventre en avant, vous serez gentil. Vous surveillez ça. Il faut beaucoup marcher, hein, dans votre cas. Alors, donc, ça rentre beaucoup là. Mais malgré tout, je vous tiens là, dans mes doigts. Vous regarderez ce soir. Je vous tiens les 3 branches, n'est-ce pas? Si je vous demande de vous pencher un tout petit peu en avant, à ce moment-là, j'ai l'épi épineux là. J'ai le long dorsal ici. Vous voyez d'ailleurs même, il est un peu contracturé le vôtre. Donc je peux vous faire du bien, là, vous voyez. Mais il y a beaucoup de monde, donc on va s'arrêter. Et voilà le sacro-lombaire, là. D'accord? Et la masse commune est là. Est-ce que vous sentez ça? Hein? Et les muscles de la nuque sont là-haut. L'angulaire de l'omoplate est là. Un peu induré. Un peu induré. Je pourrais presque vous faire mal, parce qu'il y a un nerf en dessous. Vous sentez, là? Et vous n'avez pas les 2 omoplates à la même hauteur, hein, non plus. Voilà, mais vous êtes très sympathique. Voilà. Mais rassurez-vous, n'est-ce pas, vers des formes symétriques. Et ça va parfois jusqu'à la bêtise, comme ceux qui passent la valeur ici, là, dans cette école, et qui, de temps en temps, n'y connaissant rien, se disent que ça doit être plus facile de dessiner un personnage debout de face. Mais il n'y a rien de plus difficile. Rien de plus difficile. Il faut des nuances, etc., pour faire sentir le vivant d'une forme pareille. Voilà. Bon, on y est? Alors, on va y aller. Je vais vous sortir ici, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un peu exagéré, mais quand on vous ausculte, quand vous avez une bronchite, n'est-ce pas? On vous fait mettre dans cette position, comme ceci. J'espère qu'il met un torchon propre, n'est-ce pas? Et il pose son oreille là, n'est-ce pas? Ou le stéthoscope, d'accord, ici. Car en effet, ça peut vous choquer, mais vous avez compris que j'ai ouvert les bras. Il y a une zone, n'est-ce pas, où on sent les côtes. Et chez certains de vos amis, vous verrez même les côtes. Mais il y a quand même un muscle au-dessus de ça. Est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous mangez des côtelettes, mais une chose assez amusante, assez intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'une côtelette, n'est-ce pas? C'est une demi-côte, une demi-vertèbre. Voilà, c'est ici. Si la vertèbre était entière, ça ferait ça, vous êtes d'accord? Avec une apophyse transverse. Et puis, si vous êtes, mettons ici, au niveau des côtes, voilà, on vous coupe la côte parce que vous allez tout de même pas vous balader avec toute la côte, c'est encombrant, n'est-ce pas? On vous coupe la côte ici, n'est-ce pas? On coupe la vertèbre en 2, n'est-ce pas? Et puis vous vous retrouvez avec un muscle plus ou moins marqué en profondeur,
3 faisceaux en surface et un muscle superficiel. Avouez que j'ai diablement regardé les côtelettes, non? Qu'en pensez-vous, mes amis? Pouvez-vous me donner le nom de ces muscles, de ces faisceaux musculaires? Petit 1, masse commune, qui est en dessous, n'est-ce pas, ici. Petit 2, sacro-lombaire. Petit 3, long dorsal. Et petit 4, épi-épineux. Et il nous manque la feuille qui recouvre le tout. C'est le grand dorsal. D'accord? Donc là, ne vous faites pas d'illusions. Ce que nous allons poser, c'est pas un voile, mais ça n'a vraiment pas d'épaisseur. Mais alors, par contre, parfois, ce seul muscle est visible. Et on ne voit plus ces muscles très puissants qui sont en dessous. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le dos, c'est que quand c'est la vie qui détermine les formes, à l'inverse de l'anatomie qui vous fait couche par couche et qui vous laisserait croire que le muscle du dessus cache le muscle du dessous, ce qui est vrai dans un cadavre. Il faut retirer le muscle du dessus pour voir le muscle du dessous, et encore plus le muscle intermédiaire pour voir celui de profondeur. Tandis que dans la vie, c'est la contraction musculaire qui tend le muscle et qui lui donne son dessin. Donc vous pouvez parfois même entreapercevoir la masse commune diminuendo sous les 3 branches, n'est-ce pas? Ça vit tout ça. Alors, ce muscle-là, cette grande feuille, c'est le grand dorsal. C'est une chose tout à fait extravagante et superbe. C'est un grand drapé qui prend autour du grand rond, c'est un rotateur interne du bras, mais au lieu de s'attacher, je vous l'avais offert avant les vacances, je vous avais offert un dessin où il y avait quasiment tout, mais pas le grand dentelé, je crois. Donc, vous voyez, il pivote ici. En fait, ça fait ça. Vous êtes d'accord? Le grand rond se glisse, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'angulaire. Là, vous voyez, on a glissé un muscle là. Eh bien là, c'est la même chose. D'ailleurs, l'angulaire est hélicoïdal, le grand dorsal pivote hélicoïdalement pour rejoindre son insertion qui est juste en avant de celle du grand rond. Voilà. Ici, c'est l'insertion sur le grand rond. Donc, il pivote comme ceci, il se retourne sur lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Et le grand rond se glisse à l'intérieur, il est embrassé, enveloppé par ce muscle. C'est pas très bien dessiné, ça. Oh là, zut. Voilà, j'ai fait un accident. Bon, donc, ne nous égarons pas. Donc, nous partons comme ci, nous visons l'angle rentrant, d'accord, et nous pivotons comme ceci. Voilà. Mais bien évidemment, vous vous doutez que si les fibres musculaires allaient de là à ici et de là à là, la plus haute devient la plus basse et la plus basse devient la plus haute pour qu'il y ait hélicoïde. À ce moment-là, vous voyez bien qu'il y aura une différence de longueur considérable. Donc, en fait, pour que les fibres soient égales et qu'il y ait efficacité, n'est-ce pas, les voilà disposées en cornets, n'est-ce pas, comme ceci. Ça marche. Et au-delà, ça va être une aponévrose. Et je vais me permettre, vous me suivez ou pas là? Je vais me permettre le culot de garder la même couleur, ou presque, car cette aponévrose va finir son parcours en passant au-dessus des muscles spinaux dans l'aponévrose
qui descend jusqu'au sacrum, et en passant sur la masse commune. Alors, pour respecter la vie de la chose, je vous redonne un tout petit peu. C'est vraiment une superposition assez folle, vous voyez? D'accord? Et vous voyez qu'il n'y a que cette feuille-là, grand dorsal, ici. Si vous voulez, je vais la faire en orange pour ceux qui auraient la difficulté à suivre. Voilà. Donc ceci, c'est le grand dorsal. N'est-ce pas? Donc le muscle superficiel, sans grande épaisseur, qui est rotateur interne du bras. Ça va? Mais, moi je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez peut-être vu comme moi une fois ou deux dans votre existence un film représentant des sportifs, des gymnastes avec une barre fixe. Vous vous souvenez sans doute que tout le dessin de leur dos, n'est-ce pas, est extraordinairement triangulaire, dominé totalement par le grand dorsal. C'est logique. Ils sont comme ça. Donc, la traction étant oblique, n'est-ce pas, il est évident que c'est le muscle oblique qui va travailler. Les spinaux, vous avez envie de les dessiner, je pense, quand vous penchez l'individu en avant, quand vous le relevez. Dès que vous ouvrez et dès que vous étendez, je vous montrerai à nouveau des diapos d'une jeune femme dont j'ai de très nombreuses diapos que je vous ai souvent montrées, qui s'appuie, si je me souviens bien, contre un chambranle de porte, n'est-ce pas, qui regarde dans une glace et qui sort son grand dorsal. En donnant à son dos tout bêtement une forme oblique, n'est-ce pas, comment dirais-je, le dessin du dos va être marqué par l'obliquité. Obliquité que vous allez faire naître, c'est la palissade des muscles obliques. Je me fais comprendre? Qui sont disposés sur des muscles verticaux. C'est aussi bête que ça. Comme nous ne nous contentons pas d'agir comme des pantins dans un sens antéro-postérieur, mais que nous nous étalons transversalement, parfois en embrassant des formes, nous avons des dispositifs hélicoïdaux. C'est comme pour la cuisse, si vous voulez. Nous ne passons pas l'existence à avancer comme ça. Vous me suivez? D'ailleurs, on ne pourrait pas avancer. Il faut le matin pouvoir ouvrir le pied en dehors. Eh bien, c'est le couturier qui l'ouvre. Vous me suivez? Et puis, on ne marche pas comme ça. On marche en arrondissant le mouvement du membre inférieur autour de l'espace, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. On fait tout d'un coup sortir de là-dedans, en pivotant, vous voyez, en pivotant autour du grand rond, le grand dorsal. Et vous visez l'angle rentrant, bien évidemment. Quel est votre prénom? Jean-Louis. Eh bien, c'est ça qui est très intéressant. C'est que, qui croyez-vous qui, à votre avis, est à l'origine de cet angle rentrant, de son côté très angulaire, comme ça? Les muscles qui le coincent, certes, le sacro-lombaire et la masse commune qui tractent sur lui dès l'enfance, mais bien évidemment le grand dorsal. Plus le grand dorsal est puissant, plus l'angle rentrant se marque et se dessine. Ou si vous voulez, à angle rentrant puissant, grand dorsal dessiné. D'accord? Tout est une espèce de logique fonctionnelle. Je m'inquiète parce que vous voyez la demi-heure? Parce que je pense à ça sans en avoir l'air. Vous me trouvez l'air un peu chose peut-être, mais la colère monte. Chez les deux bords, on a une parole et on ne peut pas penser que d'autres n'en aient pas. Voilà. Donc, ça vous va? Peut-être pas. Il faut peut-être tout de même, pour que ce soit plus explicite, que je vous mette une couleur un peu différente. Voilà. Sinon, vous allez vous demander où ça va. Voilà. Voilà le grand dorsal. Mais ce n'est pas fini.
Est-ce que vous vous souvenez que... Ça va? Monsieur Yacoub, je le vois là-haut. Au dernier rang, quelqu'un veut bien monter le voir à l'entresol pour lui demander s'il a récupéré la boîte, s'il vous plaît, et si j'ai des diapos ou pas. Vous montez à l'entresol, vous frappez à la porte. Merci, c'est gentil, monsieur. Et vous lui demandez si on va pouvoir, s'il pourra descendre. Je ne vous traiterai pas le trapèze aujourd'hui, je crois. Hein. Ça va. Je draperai un trapèze sur le haut la prochaine fois. Je reprends. Vous vous souvenez, ça va, vous me suivez? Question. Monsieur. Le grand dorsal recouvre une partie de l'omoplate? Oui, oui, il passe dessus, je dirais. D'accord? Vous avez tout à fait raison. Et il recouvre une partie du grand rond. Il glisse là-dessus. Ça va, ça? Vous avez des gens dont l'omoplate descend relativement bas parce que le grand dorsal leur remonte relativement haut. Je ne vous ai même pas dit où il s'insérait, là. Hein? Donc, où vous voulez. C'est variable. 8e, 9e. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont le grand dorsal court, enfin, qui ne remontent pas très haut, d'autres chez qui ça remonte très, très haut. Le trapèze qui va redescendre au-dessus le recouvre parfois étonnamment, parfois beaucoup moins. Autre question. Oui, monsieur. 7 cervicales, 12 thoraciques. C'est parfait. Merci, monsieur. 12 thoraciques pour la cage. Et 5, vous l'avez? Merci. Et 5 vertèbres lombaires. Ça n'a pas tellement d'intérêt si on ne réfléchit pas. Hein? C'est-à-dire, les 12 thoraciques, c'est la cage. D'accord? Donc, il y a très peu de mouvement. C'est pour l'avenir, ça. Pardon? C'est le comble de me demander de faire de l'anatomie. Mais vous êtes gentil, allez. Donc, ça sont les cervicales, mon vieux. D'accord? Il y en a 7. Ça vous va? Ensuite, là, au niveau de la cage, vous en avez 10 jusqu'à la côte. Comment on dit? La cage elle-même, si vous voulez. N'est-ce pas? Il y en a 10, puis 2 pour les côtes flottantes, donc 12 thoraciques. Et là, entre la cage et le sacrum, vous en avez 5 lombaires. Alors, je ne peux pas dire ça, n'est-ce pas, aussi anatomiquement, c'est-à-dire bêtement, n'est-ce pas? Sans vous faire réfléchir un tout petit peu avec moi, ce n'est pas compliqué, et reprendre mon histoire de mobilette de tout à l'heure, n'est-ce pas? Au niveau de la cage, les vertèbres sont incluses, c'est une palissade, dans la cage thoracique. D'accord? Donc, elles se meuvent très peu, elles font partie d'un ensemble. D'accord? Au-dessus, c'est un pont des vertèbres cervicales. En dessous, c'est un pont. Et vous savez très bien que dans la vie courante, à partir d'un certain moment, ou hélas d'un certain accident, il y a une fragilité dans les ponts, n'est-ce pas? C'est-à-dire le pont cervical et le pont lombaire. Comme nous ne marchons plus assez par rapport à ce qui était prévu par le Créateur, nous avons souvent des douleurs lombaires, surtout quand on lordose trop, n'est-ce pas? Et comme je disais tout à l'heure à notre ami, il faut faire très attention quand on lordose trop, parce que si on lordose trop, c'est peut-être mignon, mais comme on ne porte pas de corset, bien évidemment, le ventre a tendance à se projeter en avant. Vous avez des garçons qui sont pleins de muscles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pleins de muscles, n'est-ce pas? Très sur d'eux, etc. Et un beau jour, ils ne voient plus leur sexe. Ça doit être une foutue émotion, vous voyez ce que je veux dire? Ça a été l'obsession de mon existence. Le garder dans la perspective, d'accord?
D'accord? C'est terrible ce truc-là. Alors ils sont pleins de muscles, mais vous voyez les petits costauds comme ça, les as du bodybuilding. D'accord? Ils leur dosent comme des crétins. Donc, il n'y a pas de problème, il faut compenser. Hein? C'est pour ça que les femmes enceintes, il faut surtout qu'elles marchent et qu'elles respirent, parce que comme ça, le poids du bébé les fait leur doser, c'est l'inverse, là. Hein? C'est le bébé qui les oblige à leur doser. Donc elles ont des douleurs terribles, parfois terribles. Elles sont même forcées de se coucher, etc. Ce qui est embêtant, parce que quand on est couché, on ne marche pas. Hein? Donc c'est presque un cercle vicieux. Alors, je peux y aller, là? Vous êtes un peu reposés? Le grand dentelé, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'en général, il s'arrêtait à la 9e. Donc, il reste la 10e, la 11e et la 12e. Eh bien, le grand dorsal, c'est très, très chic, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous le montrer dans ce dessin, mais là, je peux vous le montrer ici, au moins, à des attaches sur les 3 dernières côtes. Je vais vous le montrer de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est dégagé. Donc, ça tombe très bien. Vous avez 3 faisceaux, tchlong, on peut presque voir celui-là, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, comme tout à l'heure, Jean-Louis, c'est ça, est venu et qu'on a un tout petit peu parlé du flanc, je vais très vite vous dire que se glisse ici un muscle qui s'appelle le grand oblique. On en reparlera, hein? Le grand oblique. Et vous voyez, il y a un trou là, du fait des 2 directions. Eh bien, si nous n'avions pas de graisse, n'est-ce pas, pour nettoyer ce trou qui est très profond, il faudrait quasiment un goupillon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le créateur, pour qu'il n'y ait pas là un trou, a mis un peu de gras. Ben, c'est là que ça démarre. Les gens qui ont une bouée de sauvetage, par exemple, autour du ventre, eh ben, posée au-dessus de la ceinture, ben, ça a démarré là. Ils ont trouvé ça charmant. On leur a dit d'ailleurs, ce sont des poignées d'amour. Hein? Bon, ben, poignées d'amour, ça finit par une bouée. Vous me suivez? Comme ça. Donc, c'est là que ça commence. Et c'est une localisation graisseuse tout à fait normale chez l'homme, qui chez Jean-Louis, n'est-ce pas, et chez nous tous, regardez-moi, c'est pareil, vient là, se glisse. Je vais vous glisser une idée, mais parce que je ne peux pas ne pas le dire, se glisse là pour la bonne raison que autant le grand dentelé fonctionne de façon très logique, d'une façon dégraissée, c'est un inspirateur, autant l'autre, c'est un expirateur. N'est-ce pas? Ce grand oblique, il ferme la cage thoracique. À votre avis, est-ce qu'on a besoin de lui pour fermer la cage thoracique? Toujours la même question. Quel est le muscle qui fait descendre le bras? Quel est le muscle qui fait tomber le bras? Réfléchissez une seconde. Soyez gentil, soyez gentil. Un petit temps de réflexion avant de répondre. Quel est le muscle qui fait tomber le bras? Il n'y en a pas. Les pommes tombent. D'accord? Donc, c'est la pesanteur. Donc, la pesanteur suffit à laisser tomber la cage thoracique. D'accord? Donc, le grand oblique, sauf si vous faites une gymnastique particulière allant dans le sens contraire de la pesanteur, va se laisser envahir de gras. Vous me suivez? Vous ne vous en servez que pour tousser, cracher et rire. Une des expirations brutales et violentes. Ça marche? Ce n'est pas tous les jours. Donc, si vous ne lancez pas de disque... Alors, les antiques, pour en finir, les antiques ne lançaient pas le disque en pivotant. Ils prenaient leur disque 5 kilos de pierre taillée. Vous imaginez? 5 kilos. Ils le mettaient ici, ils le repartaient là, et ils l'expédiaient. Et ça arrivait à 80 km à l'heure, à 50 mètres plus loin, dans la figure du Spartiate qui les regardait et il laissait passer. À ce moment-là, enfin, on faisait ça en histoire d'Antiquité, les hoplites, etc., s'ouvraient pour laisser passer les lanceurs de disques. C'était un truc, c'était l'artillerie, tout simplement. Ce sont les ancêtres de l'artillerie. Voilà, et là, pour ce faire, il est bon d'avoir des grands obliques très développés. C'est pour ça, si vous voulez, la prochaine fois, mardi, je vous montrerai
le Parthénon, un des détails du Parthénon, où on voit des types couchés avec des grands obliques énormes. Le grand oblique énorme chez les Grecs, chez l'athlète grec, qui est un soldat, eh ben, c'est une forme tout à fait courante. Question? Non? Bon, eh bien, diapo. Bon, je n'ai pas étudié le trapèze, hein. Et chez lui, c'est tellement extraordinaire que je vous le ressortirai. Voilà un ectomorphe. Voilà un vieillard en très bonne santé. De toute façon, les gens gras partent les premiers. Il y a une phrase qui est atroce, la mortalité est élective chez les gens gras. D'accord? Donc, ce sont souvent les gens les plus enrobés de gras, sympathiques, ils ont pas trop embêtants. Celui-là, méfiez-vous, hein, des gens comme ça, il ne faut pas les agacer. Hein. Je ne vais pas faire de morphopsychologie, mais c'est évident, rien qu'à les voir, on se dit on n'y touche pas, non? Alors, vous voyez, voilà ce dont je n'ai pas parlé. Chez lui, c'est fabuleux. On croirait que c'est une prouesse ornementale sur une céramique du XVIe siècle. Hein. C'est ça, son trapèze. Alors, on va se repérer, si vous voulez. Ça, c'est son épine. Vous me suivez ou pas? Mais attention, là, c'est le deltoïde. Vous voyez que sur le vivant, le muscle et son tendon arrivent à glisser dans l'os à tel point qu'on pourrait partir par là. Non, il faut partir là. Et son acromion est ici en creux. Ça, c'est le deltoïde postérieur, le deltoïde moyen, le deltoïde claviculaire. Là, c'est la même chose. Voilà son épine, son tubercule trapézien. N'est-ce pas? Voilà l'épine. Et voilà l'acromion. Donc, surtout pas par là. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de thérapeutes de tous ordres que j'ai interrogés en leur demandant où était l'épine, pour m'amuser. Et eh bien, c'est quasiment insoluble. Eh bien, il faut admettre la continuité des formes du tendon ici. Donc l'épine, tubercule trapézien, et l'acromion est là. Ça, c'est du trapèze moyen. Ça, c'est du trapèze inférieur, chose que nous n'avons pas étudiée. Mais écoutez, c'est quand même extraordinaire. Nous venons d'étudier le grand dorsal, et là, vous le voyez. Et vous le voyez même là. Voilà les bords spinaux de l'omoplate. Le rhomboïde est là. Il est là. Ça va? Et voilà le tractus, le petit fascia. Vous voyez bien que c'est le même muscle, là, on voit les fibres. N'est-ce pas? Mais il y a un fascia qui le sangle, ici et là. Donc c'est le même paquet de viande sanglé par un fascia, ce qui arrive presque très souvent, mais il faut être très ectomorphe pour qu'on puisse le voir. Ça, c'est un deltoïde postérieur. Est-ce que vous imaginez que ça, c'est un grand rond? Ce vieux cordonnier n'avait jamais fait de planche à voile. Vous voyez? Sinon, tout ça aurait dû quadrupler de volume. D'accord? Alors, regardez, là, c'est très étonnant. Vous avez la masse commune ici, qui semble plutôt une espèce de tronc très étroit, comme ça. Et regardez l'importance du sacro-lombaire. Vous voyez? Ça, c'est le long dorsal. Et là, ici. Et là, vous apercevez des pointes comme ça qui appartiennent à l'épi épineux. Là, j'ai bien dit long dorsal. Là, vous le voyez très très bien. Vous voyez même remonter en dessous du trapèze, ce qui est rare. Sacro-lombaire. Là-bas, bizarrement, on ne voit pas tellement le sacro-lombaire. Regardez à quel point c'est masculin. Regardez la montée vers l'angle rentrant, vous voyez? Et à nouveau, c'est le même coup. Le sacro-lombaire disparaît dans l'os, quasiment. Et là, vous avez même des rainures musculaires. Voilà. Diapo suivante. Regardez ces spinaux. Alors là, vraiment, vous n'avez pas de problème. Épi épineux, long dorsal, sacro-lombaire. Je crois qu'on a mis 2 diapos, l'une un peu sous-exposée, l'autre un peu surexposée. Et regardez la masse commune, comme vous la voyez. Mais c'est étonnant. Ah oui, une chose que j'oublie souvent de vous dire, le corps est sous vide, hein, n'oubliez jamais ça. C'est-à-dire que si lors d'une opération, par exemple dans l'aisselle, on laisse une bulle d'air, eh bien, les cellules superficielles qui vont se trouver autour de la bulle d'air vont se sacrifier, se nécroser pour absorber l'air qui va être digéré, avalé
éliminée, et la peau va revenir. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a entre la bouche et le trou du cul, il y a tout le système digestif, mais autour de ce système venteux, n'est-ce pas, et le système respiratoire plus encore, tout le dispositif musculaire, le feuillet moyen de l'embryon, tout ce qui est dispositif musculaire et osseux est sous vide. Sinon, on ne comprendrait jamais pourquoi la peau rentre autant. Je me fais comprendre? D'accord? Donc, le long dorsal extravagant de ce personnage, très très visible, jamais j'en ai vu comme ça. Les pieds épineux se continuant dans la masse commune, mais on le voit là. Et là, le sacro-lombaire est là aussi. Les côtes, vous voyez bien ce que je disais tout à l'heure, quand on ne voit pas le grand dorsal, on voit les côtes. D'accord? Voilà le grand oblique, moyen fessier, trochanter, grand fessier. Ça, c'est du trapèze, ça, c'est du bord spinal d'omoplate. Ça va? Diapo. Alors, vous n'avez pas vu le grand dorsal dans la diapo précédente. Eh bien là, vous ne voyez que ça, évidemment. Hein? Et vous le voyez même pivoter. Ah bah, c'est somptueux, regardez. Et on croirait presque qu'il est, comment dirais-je? Ben oui, il a de l'épaisseur musculaire, qu'il est tendre à caresser. Voilà, je peux dire ça comme ça. Mais il n'est pas gras. Il a une certaine tendresse, mais il faut prendre le muscle dans le bon sens pour caresser ce genre d'ectomorphe. D'ailleurs, je n'ai jamais dormi avec ce genre de monsieur, mais je me demande comment ça se caresse. Hein. Franchement, il doit falloir faire attention. Là. En plus de ça, ils sont extraordinairement reproducteurs. Donc, ils ne sont pas des Casanova, je crois. Hein. Casanova était gras, hein. Tendre. D'accord? Donc, je m'arrête là parce qu'il vaut mieux. Alors, mais regardez, c'est tout de même inouï. Vous avez vu, là, sur les côtes, les dentelures du dentelé? C'est d'une beauté de dessin, c'est comme du bois, n'est-ce pas? Comme une sculpture en bois. Là, vous avez son grand dorsal qui pivote autour de son grand rond. Là, j'ai un petit flou, il aurait fallu que je le palpe. Mais j'ai bien l'impression que le grand rond est ici. Je ne sais pas très bien. Là, j'ai deux formes au lieu d'une. Bon, ben, je ne sais pas. Là, j'ai le tubercule trapézien, à moins que ce soit le petit rond. Ça. Mais ça ne va pas parce que ça va à l'intérieur. Non, non, c'est le grand rond. Mais je ne vois pas pourquoi j'ai ça. Bon, ben, je ne peux pas vous le dire. Donc ça, c'est le sous-épineux, ça, c'est le deltoïde. Les muscles très compliqués, mais là, qui est au repos, dont je vous parlerai plus tard. Alors ça, c'est fabuleux aussi, regardez. Sa crête iliaque. Eh ben, vous voyez l'angle rentrant là-bas avec la masse commune, bien évidemment, et puis vous voyez le tubercule du moyen fessier, vous voyez l'os, là, et le grand trochanter, et le moyen fessier, bon, dans cette attitude, il n'est pas debout, donc le moyen fessier est au repos, vous avez l'impression de voir l'os iliaque. Et au-dessus, c'est vivant. C'est très étonnant, cet homme. Diapo. Et j'ai demandé à des tas d'étudiants qui avaient un grand-père mince, ectomorphe, de me le présenter, de faire venir le grand-père. J'ai photographié des tas de grands-pères. Je peux vous les montrer. Je n'ai jamais eu cette qualité de peau et cette lisibilité. Il est extraordinaire, ce monsieur. Ce sont des vieilles diapos des années 30 que j'ai trouvées dans le fond du département. Regardez le grand fessier, c'est de la folie, là. Il n'y a pas une once de gras, on voit les faisceaux. Voilà. Alors donc, la masse commune, les côtes flottantes, ça doit être le 10e, ça la 11e, on ne doit pas voir le 12e. Le grand dentelé, le grand dorsal, le grand rond quelque part par là. Diapo suivante. Oui, oui. Non. Non. Non, si vous voulez en voir un, je vous montrerai ma jeune espagnole. C'est Valérie? D'accord. Ben, je vous montrerai mademoiselle Hidalgo, parce que là, elle en a un tellement beau. Non, là, je ne peux pas. Ça, pour vous dire la vérité, je ne sais pas si c'est le sternocléidomastoïdien ou la jugulaire.
Parce que là, c'est la jugulaire, vous voyez, c'est une veine, là. Ça doit être la jugulaire sur le sternocléidomastoïdien. L'angulaire, non, je ne peux pas, franchement, entre ça, non, je ne peux pas. Je ne le vois pas. Mais peut-être je vais le voir. Passez à la première diapo. Tant pis, on ne verra pas tous. Soit. Où suis-je? C'est là, derrière. Merci. Non, même pas là, vous voyez, parce que ça, c'est du trapèze. Il est là derrière. Allez, repartons. Diapo suivante. En fait, ça prend beaucoup de temps avec ce monsieur. Diapo suivante. Vous voyez le grand dentelé, là? Et il a des sternos incroyables. Bon, voilà la 10e, ça c'est bien pour vous, n'est-ce pas? J'insiste tellement sur le fait qu'il y ait une cage à 10 côtes et 2 côtes flottantes. Là, vous ne voyez que ça. Diapo suivante. Biceps, c'est super. Vous voyez, regardez le dentelé, c'est étonnant. Au repos, comme des poissons posés sur la cage. Et là, figurez-vous, ce ne sont pas tout à fait les côtes. Hein. C'est le muscle, là, grand oblique, celui qui ferme la cage. Là, c'est le grand dorsal avec le grand rond ici. Diapo suivante. Les clavicules, vous voyez, des 5H, c'est un personnage de ce genre. Vous le reverrez. Diapo suivante. C'est impressionnant, hein, quand même. L'éventail du grand pectoral. Et le larynx, celui-là ne peut pas chanter haut, vous savez. Diapo. Boris Godunov, c'est pour lui. Alors, bon, l'angle du thorax. Diapo. Mais comme ça, vous tournez autour. Regardez, c'est étonnant, croire une dissection quasiment. Si ce n'est qu'il est vivant, je pourrais vous montrer une dissection à côté pour vous montrer à quel point c'est laid. La cage remonte, le bassin remonte, tout est plat. Tandis que là, il y a tout de même la vie. Regardez sa crête iliaque, ses épines. C'est pour ça que je vous dis, quand on est couché, le repérage du bassin ne pose pas de problème. Ça, c'est le pubis, n'est-ce pas? C'est très extraordinaire. Ce sont des documents extraordinaires. Diapo. Alors voilà, ça c'est de la folie. Ce muscle-là, ce faisceau musculaire, j'aurais beaucoup de mal à vous le faire comprendre, mais ça marchera. Voilà le grand rond, là, vous voyez? Voilà le sous-épineux. Ça, c'est du deltoïde, j'en ai pas encore parlé. Et voilà, monsieur qui me demandiez tout à l'heure, si le grand dorsal passait sur l'omoplate. Alors là, ça passe énormément, vous voyez, ça glisse très haut puisque l'angle inférieur est là. Le grand rond est là. D'accord? Donc son grand dorsal glisse là. Ça, c'est du trapèze qui chevauche les formes qui sont dessous. Ça, c'est du rhomboïde. Je ne sais pas si vous y retrouvez. Ce n'est pas évident. Mais quand je vous aurai étudié le trapèze, je vais vous le ressortir régulièrement. Diapo. Alors là, pour le grand dorsal, c'est génial. Vous voyez? L'attache sur les 3 dernières côtes. On remonte, on tourne autour du grand rond. Le grand rond qui paraissait si étroit tout à l'heure, il s'élargit au repos. Et là, vous voyez que vraiment c'est sous vide, ça rentre. Comme il n'y a pas de gras, là c'est le trou à graisse. Il n'y en a pas. Il y a une petite cuillère, si vous voulez. Sinon, ça ferait un trou noir. Grand oblique, grand dentelé. Bord spinal de l'omoplate, tubercule trapézien. Regardez le bord spinal de l'omoplate. On a l'impression que c'est une assiette que vous avez rangée dans le placard. Vous voyez? Diapo suivante. Ah bah, elle n'est pas à sa place, c'est celle-là qui était. Bon, on l'a déjà vu. Regardez le grand fessier. Non, là, on le voit bien. Dégraissé complètement. Hein? Alors, il n'y a pas de fesses, quasiment. Il n'y a pas la boule de graisse. Diapo suivante. Bon, vous en avez peut-être un peu marre. Non, moi, j'en ai marre. Diapo. Allez. Diapo. 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 Et puis, j'en ai mis un autre. Allez, diapo. C'est lui, le monsieur, là. Diapo. Bon, lui, il est charmant, on le reverra un autre jour. Diapo. Diapo.
Allez, on passe. Il y en a une dizaine de lui. Il est adorable, ce garçon. Il avait une petite amie chinoise qui suivait mon cours. C'est un chirurgien américain. Et elle lui dit, il faut que M. Debord te voie. Alors, il est joli, non? Diapo. Adorable. Diapo. Grand dentelé, très joli, là, vous avez vu? Diapo. Un petit angle du thorax est versé quand même. Voilà, ça c'est très charmant, regardez. Le grand dorsal, ça marche bien d'ailleurs avec l'expression, etc. Le grand dorsal, le bord spinal de l'omoplate, etc. Il y a très jolis muscles du pouce. C'est un chirurgien, je vous l'ai dit. Donc c'est normal qu'il ait des muscles d'avant-bras très dessinés. Ça travaille très très joli tout ça. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Superbe ça, non? Et alors là, vous voyez, dans le repos, pas de grand dorsal apparent. On sent la masse des spinaux, doucement, comme ça. La peau, avec toute sa réserve de graisse et d'épaisseur, qui fait des plis très discrets, et le bord spinal. Hein? Le bras est superbe, deltoïde. Ça, c'est très, très beau. Hein? Eh bien, ce sera pour bientôt. Ça, c'est une crête cubitale. C'est ce que je vous ai dessiné tout à l'heure avec la petite boule en bas. Diapo. Regardez comme ça devient tendre, comme ça. C'est drôle. C'est pas mon ectomorphe de tout à l'heure. Hein? Et là, les tubérosités iliaques. Est-ce que vous voyez l'angle rentrant, là? Oui. Diapo. Diapo. Oui, qu'il était mouvant, quand même. Diapo. Eh bien voilà. C'est pas net. Alors on va demander à M. Yacoub. Voilà, c'est presque net. Ça, c'est un paradis sur Terre, n'est-ce pas? Peint à 29 ans. Ça m'a rendu fou, ça. Le Sardanapale de Delacroix. Et qui n'a pas été apprécié de son vivant. Non, mais c'est pas pensable. Ça a été roulé dans une grange chez M. Berrier, heureusement, grâce à lui on l'a, à Amfreville, entre Paris et Orléans. C'est de la folie, non? Delacroix était tellement vexé qu'on n'ait pas aimé sa toile. Forcément, on aimait les trucs très ennuyeux, académiques à cette époque-là, qu'il ne l'a pas ressorti, je crois, avant 1849, après qu'il ait montré la liberté sur les barricades. Diapo suivante. Voilà l'esquisse. Qu'hélas, on voit très rarement au Louvre. Et quand on la voit, c'est au second étage. C'est un 25 figures, 81 sur 65 cm. Et les deux personnages au dos extraordinaire sont déjà là. Mais celle-ci est brune, vous voyez, étalant ses mains et ses bras. Et celle-là, qui se retourne merveilleusement avec ses spinaux, son trochanter, etc., elle est déjà bien en place. L'histoire, c'est Sardanapale, c'était un monsieur qui avait des tas de femmes et il allait être vaincu par ses ennemis, donc il fait tuer les femmes de son harem par ses eunuques. Voilà. Comme ça permet de mettre des tas de femmes. Il fait tuer les chevaux aussi. Donc des chevaux, des femmes et tout le monde meurt. Il n'y a rien de plus Delacroix, Weberien, etc. Diapo suivant. Ah, c'est fantastique. Regardez comme c'est tendu au niveau de l'omoplate. Ça, c'est du grand dentelé. Ah, le trochanter, on sent les épines. C'est pas mou du tout, du tout, du tout. Même elle, là, qui est âgée dans la toile, n'est-ce pas? L'épaule, le sein, tout ça, c'est merveilleusement indiqué. Diapo. Cet homme a dit, quand il avait 20 ans, j'aimerais avoir un joli talent d'amateur. Et il a connu Goya, enfin les œuvres de Goya, grâce à son ami Guy Mardet, dont le père est portraituré au Louvre par Goya. Voilà. Alors voilà l'écriture du dos. Moi, je trouve ça superbe. Hein. Le glisser du bras, l'arrêt du coude, le poignet, tout ça. Il y a un sentiment. Bon, on sait très bien que Delacroix a fait énormément d'études anatomiques. Il y en avait même une avant, l'autre jour, rue de l'Échaudé. Mais il a bien digéré quand même. Il n'est pas resté au stade ridicule de l'académisme davidien et surtout post- et néo-davidien. Si vous montez au second étage du Louvre, il y a tout de même, je ne sais plus, Michelon, je ne sais pas qui, enfin,
Il y a un lion qui mange un bébé, à un moment, c'est à mourir de rire tellement c'est laid, quoi. Diapo. Et voilà, c'est le sublime, quoi, le sublime. Hein? Alors, tout est dit, vous ne reconnaissez quasiment rien, mais c'est vraiment ce que je connais de plus beau, n'est-ce pas, comme invention poétique, en partant de connaissances de forme, j'ose pas dire morphologique. Quoi. Alors où est-on? Je ne vais pas aller lire les omoplates, etc. Hein? Et puis en plus de ça, quand vous regardez la toile, c'est vraiment merveilleux, c'est nacré, etc. Et vous voyez, les glissements de forme de l'esquisse sont restés. Ça, c'est d'une beauté absolument insensée. Les cheveux qui glissent sur la nuque, qui donnent le petit tendu, etc. Diapo suivante. Et voilà l'autre, c'est pris dans un livre. Ça. C'est pour ça que vous voyez la pliure de la double page. Mais quelle beauté, n'est-ce pas? Allez regarder. Vous aurez la plus belle application qui soit du cours que je me permets de vous faire. La masse commune, les épines, sans angle rentrant, évidemment. Les limites du sacro-lombaire. Et on sent tellement la puissance musculaire glissant dans la graisse. Ça, là, c'est le trochanter. C'est un petit froid léger qu'il a dû piquer chez Rubens ou Véronèse, n'est-ce pas? Mais surtout chez Rubens. Ils ont copié. Vous savez que Watteau, Géricault, Delacroix ont copié le débarquement de Marine Médicis, les trois naïades du bas, n'est-ce pas? Diapo. Ça, c'est dans la toile, enfin, d'après un livre. Diapo. Il y a un petit pastel préparatoire qu'on voit rarement, le voilà. Moi, je trouve ça un très très beau résumé de ce que j'ai essayé de faire passer. Mais il y en a d'autres, je sais bien, on aurait pu choisir autre chose, mais ce soir, j'ai choisi ça. Diapo. Alors ça, c'est le dos de la femme penchée en avant dans l'entrée des croisés à Constantinople. Toujours cette espèce d'érotisme baudelairien comme ça. C'est pour ça qu'il y avait une telle connivence entre Baudelaire et Delacroix. Et regardez, qu'est-ce qu'il a choisi? J'ose pas tellement le dire, n'est-ce pas? Ça, c'est un angle de départ de l'épine de l'omoplate. Il y a dû y avoir un dessin, je ne le connais pas, préparatoire à ça, n'est-ce pas? Mais là, c'est la partie basse d'un trapèze. Ça, c'est un grand rond, c'est sûr. Ça, c'est un sous-épineux, c'est sûr. Ça, ce sont des muscles de la nuque avec un angulaire, cette fois. Là, ça s'ouvre. Vous voyez, il y a, pour la personne qui me demandait au fond tout à l'heure, Sabine, c'est ça? Pascal. Eh bien, le voilà, l'angulaire. Parce qu'il y a un changement de direction, là. Vous voyez? Donc, il part de l'angle supérieur, il est là, et il tourne là. Mais je vais vous le montrer beaucoup mieux après. Ça, bizarrement, il l'a vu, ça. C'est un sus-épineux. Vous voyez, on fait un peu son marché, mais c'est surtout peint avec une extrême délicatesse, et il a sorti une forme comme ça, ou deux, qui lui revenaient. La toile est tellement immense qu'il n'est pas question de mettre un modèle, je crois, à côté. Diapo. Puis on ne peut pas... Alors voilà, ça c'est la passion de ma jeunesse. Eh ben, les dessins préparatoires de Delacroix, où tout est dans le volume, tout tourne. Moi, c'est un type... C'est lui qui m'a appris à dessiner, hein, je ne le cache pas. J'ai tout appris avec lui. En plus de ça, bon, on peut lire son journal, on peut lire sa correspondance. On découvre que c'est un type tellement cultivé. Songez bien qu'il n'avait pas de tourne-disque, n'est-ce pas? Lui et Pierret chantaient Don Juan à eux deux, in extenso, pendant que Pierret posait pour le... Pierret, c'est son meilleur ami. C'est le mec tout nu au premier plan des massacres de Chio. Si j'avais su, je vous aurais montré la diapo. Bon, il chantait Don Juan du début à la fin. Moi qui ne peux pas chanter le moindre truc, même pas au clair de la lune. Diapo. Regardez, il est fou ce type. Il adore ça. Diapo. Alors, ça c'est mignon tout plein. Ça c'est fait d'après nature. Hein? Et ça va donner la Dame au perroquet du musée de Lyon, 27 cm de long. C'est une petite toile délicieuse. Diapo. Voilà une autre photo du même dessin,
Bon, elles sont ni bonnes ni l'une ni l'autre, mais c'est pas grave. C'est ravissant, c'est ravissant. Diapo suivante, et voilà le petit tableau du musée de Lyon. Adorable, non? Puis tout y est, enfin, j'ose pas. Hein. C'est pas mou, il y a le tibia, l'arche interne. Enfin, bon, je m'arrête. Voilà. C'est comme le turc au Louvre avec le sabre, mais comme c'est une dame toute nue, c'est forcément un peu émouvant. Diapo. Voilà, bonsoir.